Très bien, je crois que c'est un bon temps pour nous de commencer la session et je vais commencer par nous donner quelques règles de base et des présentations. Alors, bon après-midi encore une fois. Mon nom est Omolabake Olagonju. Je suis associé de programme. Et bienvenue à tous au programme en ligne de Fashionomics Africa. Aujourd'hui, on va voir la fabrication de vêtements de haute qualité dans la mode. L'interprétation est disponible en anglais, en français, en portugais et en arabe. Nous vous demandons de rechercher l'icône rond pour l'interprétation au bas de l'écran pour choisir votre langue. La session d'aujourd'hui durera 1h30. Elle sera suivie par une session de questions et réponses. La session d'aujourd'hui couvrira la qualité des patrons, les accessoires vestimentaires, la qualité des accessoires et la qualité du vêtement. Veuillez allumer votre caméra si possible et partager dans le chat ce que vous aimeriez retirer de cette session. Avant de commencer, voici quelques règles à suivre. Allumez votre caméra si possible. Utilisez le chat pour poser des questions. Levez votre main si vous voulez dire quelque chose. Ce qui est dit ici reste ici. Gardez votre micro désactivé à moins de vouloir parler. Participez activement. Donnez la place aux autres de participer également. Assurez-vous que votre nom Zoom soit le même que votre nom à l'inscription pour qu'on puisse prendre les présences correctement. Ces présences pourraient être prises à n'importe quel moment dans la session. Alors, on vous demande de vous assurer encore que votre nom sur Zoom soit le même que votre nom à l'inscription pour que vous ne soyez pas marqué absent ou absente. Alors, laissez-moi vous présenter notre facilitatrice pour cette réunion. Alors, Anne McCreath est la fondatrice de Kiko Romeo. Elle est une formatrice et créatrice. Elle se spécialise en mode durable et pour l'Afrique. Elle est une expatriée qui est une pionnière dans la mode est-africaine. C'est une leader en matière d'inspiration, une enseignante et elle a pensée créative et elle se tient près des communautés. Elle aime partager son savoir sur le design, le business dans l'Est de l'Afrique. Et j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à Anne McCreath, notre facilitatrice pour aujourd'hui. Bonjour Anne McCreath, bon après-midi. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations. C'est certainement un honneur d'être ici. Je vois quelques noms que j'ai vus déjà avant et je suis sûr que je vais en voir plusieurs autres. Je devrais aussi dire bon dia, salam alaikum et bonjour. Et donc, dans cette session, c'est fantastique, on peut couvrir le continent en entier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication de vêtements de haute qualité. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas, que vous ne faites pas exactement dans ce domaine, mais je suis sûr qu'il y aura des choses qui toucheront vos domaines respectifs. Parce qu'au bout du compte, on doit tous s'assurer de faire la meilleure qualité possible dans nos domaines. Quand je dis la meilleure qualité possible, alors par exemple, ma marque Kiko Romeo, je l'ai établie en 1996. Ma fille est directrice et designer en chef, mais je fais beaucoup de l'enseignement. Et certains des défis, quand j'ai commencé, sont toujours présents aujourd'hui, malheureusement. Alors, il faut s'adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons et il faut faire de notre mieux pour bien faire dans notre environnement. Alors, je vois
quelqu'un de la Gambie. Et si d'autres veulent nous saluer, sentez-vous à l'aise. J'ai parcouru le continent et c'est vraiment beau de voir tous ces visages familiers ici. Alors, ici, pour le programme d'incubation en ligne, j'aime aussi faire des sessions séparées dans les breakout rooms, mais avec autant de personnes, c'est impossible. Alors, ce qu'on va faire pour s'assurer que la session soit plus engageante, c'est que je vais faire un mélange de moi sur l'écran qui vous parle, avec des présentations avec les diapos. Et j'aimerais aussi faire les questions par section. Alors, je ne veux pas regarder toutes les questions pour la fin. Alors, pendant que je parle, si vous pensez à une question, veuillez la mettre dans le chat et on va y revenir après un certain temps. Je voudrais reprendre sur quelque chose dont on a parlé dans une présentation précédente avec un autre présentateur ou présentatrice. Alors, tous les présentateurs ici dans cet atelier peuvent avoir un point de vue différent sur l'industrie de la mode. Et ça, c'est normal parce que l'industrie de la mode est très diverse et très grande. Elle couvre plusieurs professions différentes dans divers pays. On envoie nos produits sur différents marchés. Et les expériences des clients sont différentes également. Alors, dans mon expérience, quand je vous parle de mon expérience, veuillez garder tout ça en perspective. Ce sera plus facile pour vous d'adapter ça à votre propre environnement et d'adapter ce que je dis pour votre situation. Alors, j'ai fait l'expérience de l'industrie de la mode en Europe. J'ai été formé en Italie, j'y ai travaillé et j'ai aussi travaillé un peu en Espagne. Donc, ça, c'était mon historique. Et ensuite, j'ai créé ma compagnie ici. Et je vous parle ici du Kenya. Et j'aimerais vous donner mon point de vue sur comment je peux ici créer des produits de haute qualité, donc avec les limitations de l'environnement où je suis. Alors, laissez-moi commencer par quelque chose que j'ai remarqué quand on a parlé de qualité versus quantité. Ce qui a été mentionné dans une lecture, dans un discours précédent. Et pour moi, je crois qu'il faut quand même continuer de chercher à produire de la haute qualité, même pour des marques qui produisent en masse. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une usine peut produire de grandes quantités et peut aussi faire de la haute qualité dans la gamme de produits qu'elle fabrique. Quand on regarde, par exemple, une marque, si on regarde des marques internationales comme Zara, non, la formation de la qualité des produits de Zara sera la même chose que ce soit au Maroc ou en Afrique du Sud. Ils auront une certaine qualité, un niveau de qualité constant que les consommateurs recherchent. Alors, leur prix ne pourrait pas être aussi bon que les gammes plus basses, mais ils auront un prix dans leur prix, on prévoit déjà un certain niveau de qualité, c'est les attentes du consommateur. Donc, quelque chose qui change les prix d'un produit fini, donc on va les voir en détail dans les diapositives, mais on parle de la fibre qui constitue notre tissu. Donc, laissez-moi vous en parler un petit peu. Si on fait quelque chose en polyester, alors le polyester peut-être coûte 2 ou 3 $ au mètre. Mais si je fais quelque chose en lin, peut-être que ça coûtera 15 $ le mètre. Si je fais quelque chose en soie, ça pourrait être 30 $ au mètre. Alors, la fibre fait une grande différence en matière de prix.
et ça se reflète dans les prix que le consommateur paie. Laissez-moi y penser plus en détail avec vous pour un instant. Alors, le polyester, c'est un sous-produit de l'industrie du pétrole. Et tout ça est fait par des machines. C'est très industrialisé, mécanisé, et c'est fait en grand volume, pas cher. Si vous regardez le coton, c'est produit sur des fermes, ça doit être cueilli à la main, et ensuite, il y a des procédés, une série de procédés qui coûtent de l'argent. Même chose pour le lin, même chose pour la soie. Alors, dépendamment du procédé qui est nécessaire pour extraire la fibre du textile, le prix sera très différent. Ensuite, laissez-moi vous parler du procédé de la construction du vêtement. Si je suis dans un atelier de haute couture en Afrique ou à Paris, il y a certainement beaucoup de couture à la main. De la couture à la main, de l'essai, de la personnalisation. Il y a beaucoup de travail, de main-d'œuvre impliquée. Et le prix de la main-d'œuvre, de l'artisanat sera plus élevé et tout ça, ça doit être payé, ça doit être couvert. Si je travaille pour une compagnie comme Zara, alors c'est le nombre de procédés inclus dans la fabrication de l'item qui définissent le prix. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà acheté une veste ou des pantalons qui ont l'air très, très beaux, mais quand vous voulez mettre vos mains dans les poches, il n'y a pas de poche. Et on dirait qu'il y a une poche, mais il n'y a pas de poche. Et là, quelle sera votre réaction? Alors, avez-vous déjà fait cette expérience? Vous cherchez la poche et il n'y en a pas. On dirait qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Alors, je vois très peu de mains se lever, mais je crois que certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience. Alors, pourquoi ça arrive? C'est parce que dans la mode, on essaie de faire que les choses paraissent superbes, extraordinaires, mais vous voulez aussi réduire les coûts pour réduire le prix pour le consommateur. Non, peut-être que vous devriez qu'on élimine un ou deux des procédés. En éliminant la poche, ça prend moins de temps à produire et ça prend un petit peu moins de tissu. Et pour la plupart des entreprises, on peut multiplier ce profit. Et dans le cadre de la fabrication en masse, quand on fabrique des milliers de pièces, alors chaque réduction compte. Alors, pour les compagnies, essaient de voir comment elles peuvent réduire les coûts tout en préservant l'aspect visuel de l'élément de mode. Mais si vous regardez un item produit par Zado, et vous voyez que les coutures sont très précises. Je ne sais pas combien d'entre vous se sont déjà battus avec leur tailleur. Et parfois, vous vous demandez si certaines coutures sont faites avec une machine en zigzag, alors qu'en fait, il faut faire les coutures droites. S'il y a deux coutures, il faut qu'elles soient exactement parallèles. Alors, ce n'est pas... Peu importe si vous faites un tissu de haute qualité en soie ou un tissu en polyester, mais les coutures sont très visibles. Alors, ici, on est dans le domaine de la haute visibilité. On veut faire que les gens paraissent bien, qu'ils se sentent bien, Alors, elle ne veut pas que tout soit en zigzag ou qu'il y ait des bosses. Les gens veulent que tout soit droit et que ça paraisse bien. Alors, dites-moi vos réactions. Êtes-vous d'accord? Alors, pendant que vous cherchez vos boutons de réaction, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer une partie de la présentation. Alors, laissez-moi juste vous partager les diapos. Alors, voici notre matériel pour aujourd'hui. Alors, on va regarder la fabrication de vêtements de haute qualité. Et, par exemple, si vous êtes un photographe, un illustrateur ou qui que ce soit d'autre dans l'industrie de la mode, ce concept de haute qualité s'applique à vous dans votre domaine. La constance et faire en sorte que les choses paraissent belles.
Alors, aujourd'hui, je vais premièrement regarder. Alors, j'ai divisé tout ça en diverses sections. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un vêtement de haute qualité? Et qu'est-ce qu'on parle? Un patron de qualité, c'est ce qu'on utilise pour couper un vêtement, un patron. Alors, dans le cas de l'industrie de fabrication manufacturière, ça peut aussi être pour un bijou ou autre chose. Et ça vous permet de reproduire d'une façon exacte le même produit encore et encore. Pour la qualité du tissu, je vais expliquer j'ai expliqué un peu la différence entre le polyester et la soie. Et ensuite, la qualité des accessoires, donc les boutons et les fermetures éclairs. Ensuite, la construction du vêtement. Alors, c'est comment le vêtement est mis ensemble et rassemblé. Et ensuite, le repassage. Alors, je ne vais pas commencer à parler de la construction du vêtement en 3D. Je vais rester sur la méthode traditionnelle avec une machine à coudre parce que la plupart de nous, dans le design, on travaille avec ça. Alors, on va se concentrer là-dessus. Alors, ça, on l'a déjà couvert. Ça, c'est moi. Et voici vos règlements à suivre. Ensuite, bon, alors, un vêtement de haute qualité. Donc, voici les éléments que je considère être importants. Et si vous en pensez à d'autres, inscrivez-les dans le chat. Alors, on a la coupe du vêtement. Avant qu'il soit cousu, comment il est coupé? Quel est le style général? Comment est-ce qu'il coule? Ensuite, on a le tissu. La consistance du tissage. Est-ce que c'est un tissu qui est uniforme ou est-ce qu'on l'a intentionnellement fait avec des différences dans le tissage? Ensuite, on a l'imprimage et la qualité de la teinture. Ensuite, on a les accessoires, la qualité des boutons, des fermetures éclairs du fil. On peut avoir un beau vêtement, mais si la fermeture éclair brise, alors si vous pensez au client qui est dans une fête et tout d'un coup, la fermeture éclair brise, alors c'est pas agréable. Ensuite, on a la construction, la couture à la main, à la machine, le collage et les finitions. Ensuite, on a la présentation, comment on présente le produit au client, comment c'est plié, comment c'est repassé, comment c'est étiqueté. Là, ensuite, constance. J'aimerais dire que tout dans mon domaine est constant ou régulier. Ça devrait l'être, mais c'est étonnant de voir comment on peut trouver tellement souvent des choses qui ne sont pas comme elles devraient l'être. Mais le client, ils veulent savoir ce qu'ils reçoivent. Donc, ils achètent quelque chose et ils veulent encore obtenir la même qualité. Ils voient une image et ils veulent avoir ce qui est sur l'image. Les clients n'aiment pas les surprises. Ils paient pour la qualité et le ressenti que leur fournit cette marque. Alors, pour savoir qu'est-ce que les clients veulent, il faut consulter les clients aussi. Alors, pour les entreprises de tailleurs, alors, comment vous coupez, comment vous cousez et comment vous présentez les produits. Alors, si vous promettez de livrer un produit à une date donnée, comment vous faites? Alors, je ne vois pas. Est-ce que vous avez déjà fait ça, couper les coins ronds pour produire un vêtement plus vite? Alors, parfois, dans certains domaines, la demande n'est pas régulière, c'est instable. Et pour plaire aux clients, on leur promet de faire le vêtement très vite. Et ensuite, on va au magasin de tissu et le tissu n'est pas là. Et ensuite, on trouve le tissu, il faut trouver la fermeture éclair qui correspond. Alors, ça nous démolit notre horaire. Alors, idéalement, on devrait se donner quelques jours de plus en cas d'imprévu.
Alors, c'est le genre de choses que les designers et les entreprises de design et les tailleurs, c'est des choses qui causent des problèmes. Et si le client n'a pas ce qu'il reçoit dans le temps imparti, non, reçoivent pas ce qu'ils veulent dans le temps imparti, alors ils vont chercher quelqu'un d'autre. Euh, si vous êtes un designer, peut-être vous fabriquez des uniformes. Ou si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir un client. Donc, pour une entreprise de vente, en gros, donc on vend le même vêtement, par exemple, pour des entreprises en grande quantité. Et pour la vente au détail, c'est des petites quantités à la fois. Alors, si vous vendez, par exemple, 5 morceaux du même style, de la même couleur, et ainsi de suite, ils devraient tous être exactement pareils. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon atelier, parfois, je peux avoir un travailleur un peu moins méticuleux qui se présente et le contremaître a oublié de dire à cet employé qu'on utilise des coutures des aiguilles, pardonnez-moi, de 1 cm. Et au Royaume-Uni, au Kenya, on utilise des demi-pouces. C'est un petit peu plus grand qu'un centimètre. Alors, dans le même atelier, si quelqu'un utilise une marge d'1 centimètre et quelqu'un d'autre utilise un demi-pouce, alors le vêtement sera un petit peu plus petit. Et donc là, ça ne fonctionne pas si les vêtements ne sont pas exactement de la même taille. Alors, pour éviter ce problème, pour rendre ça plus constant, ça prend un niveau d'attention en tant que designer ou que propriétaire d'entreprise. Alors, il faut appliquer un certain niveau d'attention. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi ces problèmes. J'aimerais bien ne pas les avoir, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier ou négliger. J'ai été dans ce domaine pendant 26 ans déjà et il y a toujours des choses qu'il faut vérifier, surveiller. Même si vous avez... alors, pourquoi ces problèmes-là se présentent? Quelqu'un n'a pas bien dormi et se présente au travail en mauvaise condition d'esprit. Et donc, c'est des choses qu'il faut surveiller pour garder notre produit constant. Alors, je ne sais pas si on a des questions ici sur le chat au Mabaki. Est-ce qu'il y a des problèmes? Non, pas exactement. Tu peux juste continuer avec la session. Alors, êtes-vous certain? Parce qu'on peut répondre au fur et à mesure. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et Anne va pouvoir y répondre. Alors, merci, OK. Je vois que quelqu'un a dit que parfois ils ont l'impression de travailler avec des psychopathes. Alors oui, parfois ça peut avoir l'air de ça. Alors tout ce que je peux faire, c'est vous dire d'avoir le courage de continuer, d'établir vos systèmes et de continuellement former, reformer. Faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir conserver le même niveau de qualité. Alors, on a une question. Quand vous parlez d'une couture, de quoi parlez-vous exactement? Alors, je parle du bord du patron. Alors, quand on fait un patron, quand on coupe à main levée, donc, il y a toujours une marge pour où on joint les pièces de tissu entre elles. Alors, quand vous mettez ensemble les pièces de tissu ensemble, ça s'appelle une couture. Alors, si quelqu'un assemble un joint ou une couture avec une marge de 1 cm et qu'une autre personne l'assemble avec une marge de 1 demi-pouce. Alors, dans un cas, on a utilisé 2 cm en total et dans l'autre cas, on a utilisé 3 ou 2,5. Donc, si vous utilisez 1 pouce ou 2 cm et demi, le vêtement sera un peu plus petit. Quand vous le mettez sur la tablette, et vous trouverez, par exemple, un vêtement de taille 12 qui est plus petit que les autres de taille 12 à cause de la personne qui l'a cousu. Alors, autant que possible, il faut former, répéter, répéter, pour répéter qu'est-ce qui est la norme d'alignement des coutures exactement, et ça devrait être répété sur le patron.
Alors, sur le patron, vous pouvez faire une étampe ou donc, vous pouvez faire une étampe pour étamper sur les diverses les endroits où les coutures sont. Ensuite, je vais retirer mes diapos et on va discuter. Je vais regarder les questions sur le chat. Bon, ensuite. Alors, si vous utilisez un patron, ça vous permet de reproduire les pièces exactement. Alors, on voit ici les pièces de carton. Ça, c'est un patron. Et vous avez un patron avec diverses grandeurs. Alors, ça veut dire que vous mettez le patron sur le tissu. À chaque fois que vous l'utilisez, vous coupez exactement à la même grandeur. Une autre chose à considérer, c'est que si vous utilisez du carton, vous utilisez probablement de la craie. Alors, quelle est l'épaisseur de votre craie? Est-ce que vous utilisez le côté intérieur de la craie ou le côté extérieur? Ensuite, est-ce que les ciseaux sont bien aiguisés? Alors, si vos ciseaux ne sont pas aiguisés, votre patron sera un petit peu plus grand parce que les ciseaux vont bouger ou le tissu aura bougé lors de la coupe. Alors, quand vous coupez avec une machine à couper avec une lame tournante, alors c'est plus précis. Alors, si vous pouvez utiliser la lame tournante, c'est plus précis. Alors, si vous pouvez développer des outils, des méthodes pour permettre de développer une qualité de produit régulière et des grandeurs qui sont régulières, c'est bien. Mais il y a toujours des petits détails qui font que notre procédé fonctionne ou pas. Alors, votre patron peut aussi avoir des lignes, diverses lignes, une gradation mathématique pour diverses grandeurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par gradation? Alors, il y a une gradation mathématique qui permet de calculer la quantité de tissu d'une grandeur à l'autre et à l'autre et encore à l'autre. Alors, certaines personnes ont des procédés mécanisés, donc avec un peu plus de technologie. Donc, il y a des centres où les designers peuvent aller pour produire leur patron. Ensuite, pour votre produit, si la coupe est bonne, vous pouvez ensuite... donc, si l'ajustement du vêtement est bon, vous pouvez facilement changer d'autres éléments, la forme du col ou autre, tant que la coupe en général, le design en général est bon. Ensuite, parlons du design. Donc, si j'amène une photo à mon tailleur et je lui dis « coupe-moi ça », alors ils vont le couper à leur façon. Alors, si certains d'entre vous coupent des patrons, produisent des patrons, ça fait une grande différence de couper un patron et de fournir le patron au tailleur parce que là, c'est votre design et ce n'est pas l'interprétation du tailleur. Parce que si on utilise l'interprétation du tailleur, assurez-vous de faire le premier avec un tissu peu cher pour pouvoir le tester d'abord. Alors, un bon patron permet de refléter l'intention du design. Ça permet de produire exactement le produit comme le designer le veut. Alors, si on veut que le vêtement soit lâche, c'est l'intention du designer. Dans d'autres cas, s'ils veulent que le vêtement soit plus ajusté, eh bien, ça se reflètera dans le patron et ça ne sera pas laissé à l'interprétation. Alors, toutes les pièces du patron doivent correspondre exactement pour être assemblées exactement. Alors, est-ce que toutes les pièces du patron s'assemblent exactement comme un casse-tête? Alors, généralement, pour une veste, par exemple, on ajoute un petit peu de tissu au bras pour permettre un peu plus de mobilité. Par contre, pour une chemise, alors ça, c'est ajusté exactement, ça s'assemble exactement. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes des êtres humains et la personne qui produit le patron est aussi un humain.
Alors, vous devez être capable d'identifier les erreurs dans votre patron avant de vous mettre à produire 10 vêtements à partir de ce produit ou encore plus. Alors, maintenant, les facings. Alors, je vais vous montrer ce que je veux dire. Je vais vous montrer ma robe ici. Alors, c'est une chose à l'intérieur qui complète le col joliment. Le corps en particulier. Et je crois que j'ai passé 2 semaines sur un patron pour un type en particulier. Et une fois que j'ai fait un patron, ensuite, je peux commencer à travailler sur les variations. Alors, assurez-vous de commencer avec une bonne coupe pour une jupe ou un pantalon. Un point clé sur la jupe, vous remarquez toujours que l'arrière ressort un peu. Donc, par exemple, l'arrière de la jupe est peut-être trop court et que ça sort un peu, l'arrière se lève un peu. Alors, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de tissu pour laisser de la place au postérieur. Alors, vous devez permettre à la couture à l'arrière d'être plus longue. Alors, bon, ici, ce n'est pas une classe de coupe de jupe. Alors, c'est très difficile d'expliquer en détail ici, mais parlez à des tailleurs qui savent bien couper et utiliser et développer un patron qui tombe bien et vous pourrez le réutiliser encore et encore. Alors, quelqu'un nous demande comment... Ah, donc, on peut utiliser les mesures des clients pour développer une charte de grandeur. Alors, oui, on devrait essayer de développer une charte de grandeur commune. Alors, je crois que j'ai divers styles. Je n'aime pas copier mes compétiteurs. Le client achète de diverses marques. Il n'achète pas toujours les mêmes vêtements. Alors, on peut essayer de collecter des données et de les appliquer à nos patrons. Alors, si on fait une analyse démographique des Kenyans, par exemple, alors, donc, si j'utilise une charte européenne ou anglaise, par exemple, pour la taille, ça sera des hanches de taille 14. Pour le Kenya, ça sera une taille 14. Donc, regardez les normes pour vos pays et écrivez-les dans le chat box. C'est mon interprétation, mais dans d'autres pays, dans d'autres endroits, ça pourrait être différent. Le type de corps pourrait être différent. Alors, dans les commentaires, je vois que de la bonne coupe, c'est une chose qui leur a permis de continuer en affaires bien. Alors, calculer le ratio de la taille au postérieur et parfois aux cuisses. Et ensuite, la longueur au centre du dos. Donc, ce sont des choses qu'il faut changer d'un continent à l'autre. Alors aussi, ce qui peut changer, c'est la mesure entre la taille naturelle à l'avant et ensuite entre les jambes jusqu'à la taille naturelle à l'arrière. Et ça sera plus grand pour quelqu'un qui a un postérieur plat. C'est une exception, ça. Si vous prenez le centre à l'avant et le centre à l'arrière, imaginez que vous coupez le corps verticalement au milieu. Alors, voici le postérieur et l'avant. Cette distance sera plus grande et à mesure que le postérieur devient plus grand, alors la distance qui sépare l'avant et l'arrière augmente également. Alors, quand vous coupez, vous allez trouver qu'il faudra une plus grande différence entre le centre à l'avant et l'intérieur à l'avant et la taille à l'arrière et aussi le centre à l'avant. À l'arrière, pardon. Je vais donner plus de détails après. Alors, pour ce qui est des patrons,
Je veux pouvoir être capable de répéter ce patron, d'utiliser pour le répéter. Mais si, par exemple, je suis un tailleur, je voudrais avoir des patrons pour divers types de pièces de vêtements et puis les adapter à chaque client. Donc, si j'ai un client régulier, ça vaut la peine de faire un patron pour un client. S'ils prennent du poids, ça sera au niveau des hanches, mais les tailles, la verticale, seront les mêmes. Alors, c'est pourquoi je dis qu'on peut faire ça. Alors, pardonnez-moi, je vois des questions. Alors, si vous faites de la coupe à main levée, vous pouvez utiliser une pièce de tissu additionnelle qui coûte pas cher et pouvoir couper en même temps un autre tissu et ça deviendra votre patron. Donc, si vous envoyez par exemple des vêtements à une boutique en France, si c'est une boutique spécifiquement pour les Africains, vous voudrez peut-être changer la grandeur pour correspondre à ce marché. Mais normalement, vous devrez discuter de cela avec l'acheteur, la personne qui achète les vêtements, donc propriétaire de la boutique. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais en manquer certaines. On va pouvoir revenir plus tard. Parce qu'il y a la différence entre centimètres et pouces. Alors, j'ai appris en centimètres. Les les calculs sont beaucoup plus faciles à faire en centimètres. Mais si vous êtes habitué de penser en pouces, alors c'est super, allez-y. Une autre chose que j'ai remarqué, en tout cas en Afrique de l'Est, c'est que beaucoup d'Africains de l'Est ont des jambes plus longues par rapport à leur torse, par rapport à un Européen du Nord comme moi. Alors, et je crois que c'est nos réponses pour maintenant. Je vais revenir au partage d'écran. Pardonnez-moi si je n'ai pas répondu à votre question. On va essayer d'en répondre à plus en cours de route. Alors maintenant, je vais dans la qualité du textile. On va y aller un petit peu plus vite parce que je vais devoir j'ai déjà expliqué certaines de ces choses. Alors, vous devrez savoir quel type de fibre est dans votre tissu. J'ai expliqué la différence du polyester par rapport au lin. Mais la chose très importante, c'est de bien étiqueter votre vêtement. Alors, si vous vendez sur le marché local, les gens n'y font peut-être pas attention. Mais si vous exportez dans un pays, dans un marché développé, ou que vous êtes dans un marché développé, vous savez à quel point c'est important. Alors, j'ai eu des pantalons qui ont été retirés d'une boutique au Royaume-Uni parce que mon étiquetage n'était pas assez spécifique. Alors, les boutiques, il y a des associations clientèle, il y a des lois qui disent que vous ne pouvez pas vendre quelque chose si l'étiquette n'a pas la bonne information. Alors, une autre chose qu'il faut faire attention, c'est la soie. La vraie soie vient d'un ver à soie. Le ver à soie travaille très fort et aussi la personne qui tire le fil et qui produit les fils. C'est très beau, c'est luxueux, mais beaucoup de marketeurs vont utiliser le mot soie alors que leur tissu est réellement du polyester. Alors, je crois qu'il y a donc, alors vraiment, il faut bien étiqueter vos produits. Alors, si il faut que vous sachiez identifier la soie. Si votre tissu forme des boules noires, alors c'est du polyester, ce n'est pas de la soie. Alors, assurez-vous que votre produit, donc si le produit brûle et forme une boule noire, c'est du polyester. Alors, il faut l'étiqueter comme du polyester, même si c'est à l'origine identifié comme de la soie. Ensuite, parlons de t-shirt et de bodycon, de robe bodycon.
Alors, pour ce qu'on appelle le tricotage, le tricot, c'est qu'on utilise un fil pour tout faire. Alors, ça devrait être un tissu régulier, sans trous, sans bosses, sans relief, à moins que ce soit intentionnel. Alors, on utilise diverses méthodes. Alors, on peut voir le tissage en noir et en blanc. Alors, la trame, c'est ce qui va en perpendiculaire. Et le tissage est droit et il ne bouge pas. Il reste toujours là. Alors, c'est la différence entre la trame et le tissage. Et ça, un tissu, c'est la différence avec un tissu tissé. Et c'est ce à quoi ressemble la construction d'un tissu tissé. Vous pouvez m'inscrire vos commentaires dans le chat si vous voulez. Alors, ensuite, si vous pouvez voir des marques, des lignes sur l'avant ou l'arrière du tissu, ces lignes ont été créées par la façon de tisser le tissu. Alors, normalement, c'est sur la trame ou... Okay. Donc, donc, s'il y a des lignes qu'on ne voit pas de l'autre côté, alors normalement, le tissage avec des lignes, on le voit de chaque côté. Alors, si on ne le voit pas de chaque côté, alors c'est un imprimage. Si vous tenez votre tissu devant la lumière, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a beaucoup de fils ou peu de fils? Donc, s'il y a beaucoup de fils plus fins, alors on appelle ça un compte élevé, un compte de fils élevé. Et donc, ça, c'est plus haute qualité. Ensuite, passons à la suite. Pour les teintures, alors, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un beau tissu et qu'ensuite vous le lavez à l'eau, même à l'eau, et la couleur part, se délave. Alors, sur le marché africain, beaucoup des teintures qu'on reçoit ne sont pas de haute qualité. Alors, je teste toujours les tissus avant de créer le vêtement. Donc, si le client n'aime pas le tissu, il faut en parler avec le client. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé de faire un beau vêtement, mais avec un tissu matin, et le client l'a lavé et ça s'est déteint et il n'était pas content. Alors, si vous utilisez des teintures naturelles, assurez-vous que la teinture, des propriétés de la teinture, le client doit savoir si cette teinture va se délaver. Et donc, vous devez bien lui dire de laver son tissu séparément. Alors, le rouge en particulier est difficile, ça se délave. Si on parle de qualité, des propriétés de la teinture, on peut voir sur le tissu, est-ce que la couleur, est-ce que la teinture est bien distribuée uniformément ou est-ce que la couleur est plus forte d'un endroit et moins à l'autre, à l'autre côté? Alors, il faut surveiller ça pour votre tissu. Alors, ne dites pas juste, ah, je veux 10 mètres d'un tel tissu de telle couleur, mais vérifiez l'uniformité de la couleur. Donc, parfois, on peut avoir des problèmes de ce type. Alors, si vous utilisez beaucoup de main-d'œuvre pour produire vos vêtements, alors assurez-vous vraiment que votre tissu soit de bonne qualité avant de commencer quoi que ce soit. Alors, les imprimés. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être. Si vous faites un vêtement de haute qualité, on retourne maintenant encore à la haute qualité, un vêtement de haute qualité, vous voulez que les motifs s'assemblent à la couture. Donc, vous voulez que chaque côté du vêtement se ressemble. Si vous faites quelque chose
sur le côté qu'il y a un motif fort. Alors, vous voudrez que ces motifs s'assemblent correctement à la couture. Alors au lieu... Alors, si le tissu n'est pas bien droit lorsqu'il est imprimé, alors les motifs ne correspondront pas lors de l'assemblage. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si, quand on a notre tissu, que l'imprimé ne correspond pas sur chaque côté du tissu, et pour un designer, ça prend beaucoup de temps pour couper le patron pour que ça corresponde avec un tissu qui n'est pas bien droit. Alors, assurez-vous donc que votre tissu soit bien imprimé, bien droit. Une autre chose à propos des couleurs, vérifiez, par exemple, avec l'imprimage industriel, ça devrait être correct, mais parfois, avec les tissus plus artisanaux, ça peut être un problème. Ensuite, on va parler de cette prochaine section et ensuite, on va prendre des questions. Alors, pour les accessoires vestimentaires, on va parler par exemple de boutons. Je vous encourage à utiliser des boutons fabriqués à la main lorsque possible pour un vêtement de haute qualité parce que ça raconte une histoire. Si votre bouton est fait de bois, de métal, de noix de coco, ou même, j'ai obtenu même des boutons coupés au laser en provenance d'Éthiopie, faits de cornes. Et donc, utilisez des boutons de qualité pour vos vêtements de haute qualité, pas en plastique peu cher. Mais parfois, ça peut être utile d'avoir des boutons en plastique, surtout par exemple pour les uniformes. Donc, par exemple, si vous mettez... si par exemple un vêtement, vous mettez nettoyage à sec seulement pour ce vêtement, si vous avez des vêtements, des boutons en perle ou en cristal, est-ce que ces types de boutons vont bien réagir au nettoyage à sec? Donc, le type de bouton doit correspondre au type de vêtement. Alors, on parle de design pratique. La technique aussi de couture des boutons, de fixation des boutons, doit être constante. Et il doit y avoir une façon de... Si un bouton tombe, le client doit avoir une façon de réparer. Ensuite, c'est une lutte pour les fermetures éclairs. Alors, sur plusieurs de nos marchés, les fermetures éclairs sont très chères. On en produit en Afrique. Donc, mais les fermetures éclairs peuvent être disponibles ou pas sur votre marché, donc les fermetures éclairs africaines. Et celles qui viennent de Chine, par exemple, la qualité n'est pas bonne. Vous les essayez et elles s'ouvrent. Alors, j'aime utiliser un type de fermeture éclair plus traditionnel, même si on la voit, même si elle est plus visible, sachant qu'elle va durer. Une fermeture éclair, en sachant qu'elle va durer. Et je préfère donc une fermeture éclair visible et durable qu'une fermeture éclair qui est peu visible et qui va briser facilement. Alors, discutez-en avec les autres designers de votre pays. Voyez ce que vous pouvez faire pour peut-être importer des fermetures éclairs de haute qualité et donc les distribuer. Mais il n'y a pas de raccourci ici. J'ai essayé, c'est une erreur qui coûte très cher et les clients ne reviennent pas si on leur donne des fermetures éclairs de mauvaise qualité. Alors, vous pouvez vous procurer des fermetures éclairs de bonne qualité à l'international. Alors, investissez là-dedans, ça vaut la peine. Alors, des rubans sont attachés à des vêtements pour leur permettre d'être mis sur des cintres. Alors, la qualité du ruban souvent est mauvaise et
Souvent, elles sont faites en satin et ça brise assez facilement. Alors, si vous pouvez utiliser un ruban qui n'est pas fait de satin, assurez-vous qu'il soit de la même longueur. Alors, si, par exemple, un ruban est plus long sur un côté que sur l'autre, alors il sera suspendu de façon inégale. Et bon, ça ne sera pas joli. Ensuite, pour le fil, je parlais de tension avec mes tailleurs et ils me disaient que c'était un problème. Je ne sais pas quoi dire, c'est fatigant là-dessus. Donc, il y a beaucoup de clients qui s'arrêtent au prix plutôt qu'à la qualité. Alors, quand je vois que certains fils qu'on a dans notre atelier, des sections sont plus minces, des sections sont plus épaisses. Donc, quand le fil est inégal, ça veut dire que le tailleur ne peut pas avoir la bonne tension sur le fil. Ça peut vouloir dire que le fil peut se briser et parfois même certains des fils perdent des fibres. Et je vous suggère donc d'acheter des fils de haute qualité qui vont vous durer longtemps et vous permettre de produire des vêtements de plus haute qualité. Si vous achetez un fil, vous essayez de briser et que ce fil se brise facilement, alors ça veut dire que soit le fil est trop vieux ou qu'il est de mauvaise qualité. Si vous ramenez un fil à votre atelier et qu'il brise facilement, retournez-le à votre fournisseur. Et si votre fournisseur refuse de reprendre le produit, alors il y aura certainement assez de designers sur votre marché pour vous permettre de faire pression sur les fournisseurs pour avoir des fils de meilleure qualité. Alors, si le fil est de mauvaise qualité, est faible, ça veut dire que, par exemple, quand vous asseyez, le fil sera trop tendu à certains endroits et il vous faudra renforcer le vêtement à certains endroits. Vous devrez faire des coutures 2 ou 3 fois pour renforcer les sections où il y a plus de tension. Le métal. Alors, testez le métal, mettez-le dans l'eau, mettez-le dans le détergent, essayez le nettoyage à sec dessus. Certains métaux ne sont pas de bonne qualité. Si c'est le cas, oubliez le métal, changez votre design si vous ne pouvez pas avoir un métal de bonne qualité parce que ça ne fonctionne pas. Si vous faites un magnifique vêtement et que ça commence à rouiller, immédiatement, ça fait baisser la valeur de votre vêtement. Alors, on va avoir un coup d'œil au chat, voir ce qu'il y a. Alors, à l'arrière, avez-vous déjà quelques questions? Alors, oui, il y a quelques questions ici. Je vais juste vous les apporter à votre attention. Alors, quelqu'un nous dit que quelqu'un demandait comment est-ce que je peux tester une teinture sur un tissu pour savoir si le tissu est bon ou pas. Alors, je vais juste arrêter de partager mon écran ici, ça va être plus facile. Alors, peux-tu nous répéter? Donc, quelqu'un nous demande comment elle peut tester une teinture sur un tissu donné pour savoir si le tissu est de bonne qualité. Alors, honnêtement, quand j'achète un tissu, je le donne à quelqu'un dans l'atelier pour le tester dans l'eau froide, l'eau chaude, l'eau tiède. Je leur donne juste un morceau. Et si c'est une fibre en soie ou quoi que ce soit, on le brûle même. Et ça vaut la peine de faire le test de brûlage et le comparer à une charte qui nous permet de voir comment le tissu brûle selon le type de fibre. Alors, quelqu'un a une question. Comment est-ce que je peux utiliser le coupage à main levée et avoir une régularité malgré tout? Alors, ça dépend de ce que vous êtes. Si vous êtes un tailleur qui fait des vêtements faits sur mesure pour le client, alors votre régularité sera dans la manière dont vous coupez, si vous coupez bien, combien de temps ça vous prend pour avoir le bon ajustement
comment vous livrez et comment vous coupez. Si vous faites du découpage à main levée pour la production, pour la vente, alors vous devriez couper un certain nombre de pièces d'une grandeur donnée en même temps. Ou sinon, je vous recommande d'acheter un tissu peu cher et de le mettre par-dessus le tissu que vous coupez et de garder ce morceau de tissu pour en faire un patron. Alors, comme... pardonnez, l'interprète n'a pas compris la question. Alors, les fournisseurs pourraient varier d'un marché à l'autre. Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, je crois qu'on parle d'acier inoxydable, mais peut-être je peux me tromper. Donc, pour les pantalons pour hommes, alors c'est avec essai et erreur. Vous essayez et ça fonctionne ou pas. Donc, en général, les accessoires de qualité viennent à un prix plus élevé. Donc, les items pour un même fournisseur, les items de plus haute qualité, généralement, seront plus chers. Donc, comme ça, vous pouvez les identifier. Alors, quand je magasine, quand je fais le shopping pour au magasin de tissus, ils ne me laissent pas nécessairement essayer les tissus, tester les tissus. Alors, oui, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en acheter une petite quantité, à retourner le tester. S'il est bon, revenir l'acheter. Alors, quelle est la durée de vie d'un vêtement à partir de la date de fabrication? Alors, je ne sais pas, c'est dur de répondre, mais je sais que sur le Kenya, on a, donc sur notre marché, donc les fils de type Coates, C-O-A-T-E-S, c'est des fils de plus haute qualité. Donc, où est-ce qu'on peut importer quelque chose de meilleure qualité? Alors, cherchez YKK sur Google. Ah, des fermetures éclairs, pardon. Alors, recherchez YKK sur Google et vous pouvez voir si c'est possible d'importer pour votre pays. Alors, pourquoi est-ce que les couleurs d'un tissu se délavent plus rapidement que d'autres? Est-ce que c'est une question de teinture ou une question de méthode? Alors, ça dépend du pays. J'ai remarqué, quelqu'un parlait de la Côte d'Ivoire, par exemple. J'ai toujours eu des bonnes expériences avec les tissus en provenance de Côte d'Ivoire, aussi en provenance du Ghana. J'ai oublié le nom du fabricant. Ouais. Bon, ces choses changent, je pourrais être plus très à jour dans mes connaissances, mais je crois qu'il faut que vous cherchiez sur votre marché local et que si vous trouvez un fournisseur, un fabricant qui est fiable, achetez d'eux. Sinon, ben, n'achetez pas. Alors, il faut que vous y allez par marché pour chaque marché. Alors, une question. Quand vous parlez de recyclage et de réutilisation, si le tissu est régulier, est-ce que ça peut être considéré comme un produit de bonne qualité? Alors, oui, je crois. Donc, si un tissu est réutilisé, donc, si vous réutilisez un tissu pour produire un vêtement unique, alors c'est ça qui devient votre point de vente.
c'est ce que vous vendez. Donc, vous faites votre marketing différemment. Donc, déjà là, c'est un autre jeu. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... Est-ce que vous appliquez les mêmes principes pour les commandes personnalisées que pour le prêt-à-porter? Alors, pardon. Non, mon tailleur ne fait pas... donc, on ne fait pas beaucoup de produits... on fait beaucoup de produits faits sur mesure, personnalisés. Et mon tailleur, quand je lui demande de suivre un patron, il a du mal parfois. Donc, je me demande si je devrais juste lui donner... Ah, donc ce tailleur, je devrais lui confier les vêtements sur mesure et les autres tailleurs pour le prêt-à-porter. Donc, la question, c'était, est-ce que les mêmes tailleurs peuvent faire le prêt-à-porter et le sur-mesure? Donc, on a une grosse question ici. Il y a beaucoup de facteurs à considérer. En tant que designer, je recommande toujours aux designers et aux mentors de ne pas se comparer à la mode rapide. Utilisez la mode rapide si vous pouvez l'acheter usagé. Et donc, beaucoup des vêtements, donc acheter des vêtements usagés fait avec la mode rapide parce que c'est ceux-là qui durent plus longtemps, qui seront de bonne qualité et que vous pouvez imiter. Alors, si vous obtenez voilà, des vêtements usagés, vous pouvez examiner les pièces, voir comment ils sont construits. Et bon, si on parle de faire compétition à ces marques, je dirais n'essayez pas, mais vous pouvez utiliser la construction pour produire des vêtements qui sont uniques à vous. Et appelez-les édition limitée, produisez-les en production limitée. Parce que vous ne pouvez pas faire compétition à la mode rapide. Donc, pour les fabricants de vêtements rapides, ils ne se soucient pas de la qualité, c'est la quantité et ils utilisent des tissus moins chers et ils font des dizaines de milliers de vêtements. Ça vous sera impossible de faire compétition au niveau du prix. Vous allez faire faillite. Et la façon dont ils gardent les prix bas est basée sur le volume, hein. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai une autre question. On va juste s'en faire prendre une et on va continuer avec votre session. Alors, la question, c'est plusieurs ne connaissent pas les noms des types de tissus. Comment quelqu'un peut savoir quel type de fibre le tissu contient quand on recherche le bon tissu? Alors, vraiment, une façon facile d'identifier un tissu, c'est de le brûler. Alors, si vous achetez juste un tout petit morceau, ramenez-le à votre atelier et brûlez-le. Et même quand j'achète, par exemple, du tissu en provenance de Turquie, je trouve parfois du coton mélangé avec du polyester. Et c'est un problème, mais vous pouvez les identifier. Une autre question. Est-ce que c'est possible d'aligner un matériel élastique ou semi-élastique à un autre tissu qui n'est pas élastique? Alors, non. Alors, le tissu que vous utilisez au côté gauche et au côté droit doivent avoir des propriétés similaires. Alors, si un des côtés s'étire, l'autre côté doit aussi pouvoir s'étirer. Alors, pour les tissus donc tissés peuvent être donc ok donc
pour certains types de coutures, on peut se permettre d'avoir des petites différences, mais en général, quand on a des longues coutures et qu'un côté s'étire, de l'autre côté doit pouvoir s'étirer. Alors, les manufacturiers, les grands manufacturiers font les tissus très vite et on parle aussi de consommation. Ça dépend aussi de la rapidité à laquelle le consommateur use les vêtements. Alors, en Afrique, on n'a pas beaucoup ce problème. On a souvent des gens vont utiliser un vêtement et ensuite vont le donner à quelqu'un d'autre. Par contre, sur le marché plus développé, on n'a pas ce type de problème pour notre domaine. Alors, les gens, souvent, ils achètent un vêtement, ils en achètent plein d'autres. Ils achètent les trucs à la mode. Donc, ça, c'est un problème, en fait, c'est l'opposé de la durabilité et ça crée beaucoup de problèmes. Donc, les gens achètent beaucoup trop de vêtements. Alors, je vais juste boire un petit peu d'eau. J'espère que que la plupart d'entre vous sont venus aussi avec votre eau. Alors, ensuite, on parle de construction des vêtements. On pourrait ne pas avoir le temps de tout parcourir. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à beaucoup de questions après, mais allons-y. Alors, le fusionnement ou l'interface, c'est quelque chose qui est utilisé pour durcir les couleurs, voilà. Oui. Donc, les éléments en relief, les manches. Et ensuite, quand vous coupez la pièce, donc la pièce, pardonnez l'interprète, l'interface ou le canevas pour durcir le tissu, alors coupez-le un petit peu plus petit pour qu'il ne soit pas pris, pour réduire l'encombrement des coutures. Ensuite, on a l'entrecroisement. Par exemple, on a... alors, on peut avoir donc, on peut avoir ici un problème où l'entrecroisement font que notre couture n'est pas de la même couleur que le tissu et ça fait paraître pas professionnel. Et donc quand le fil pour les coutures n'est pas de la même couleur, alors la couleur de la couture, du fil utilisé pour faire les coutures qui est visible à l'extérieur doit être de la même couleur que le tissu. Ça pourrait vous coûter plus cher, mais votre vêtement sera perçu comme étant de bien plus grande qualité si les deux couleurs correspondent, donc le tissu et le fil. La plus grande erreur, l'erreur la plus commune dont je veux parler pour la couture par machine, c'est la tension. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une couture et d'un côté, le tissu est plat, bien à plat, et de l'autre côté, ça fait des bosses et des plis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et quand le tailleur arrive au bas du vêtement, un côté est plus long que l'autre. Et là, ça prend alors là, le tailleur prend une paire de ciseaux et coupe l'excès. Hein? C'est vrai ou pas? Oui, alors c'est un désastre. Alors, tous les tailleurs vont vous dire que vous pouvez supprimer ce problème avec du repassage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous devez faire, c'est ajuster la roulette de tension lentement et vous devez juste l'ajuster un petit peu à la fois quand vous testez votre machine. Je vais juste vous montrer. Alors, je vais vous faire une vidéo de moi en train d'ajuster la tension. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais avant qu'un tailleur change son tissu, donnez-leur un petit morceau de tissu et permettez-leur d'ajuster la tension pour le tissu. Ensuite, le tailleur teste, ajuste. Et quand le tailleur a fini, le tissu devrait être égal de chaque côté, à plat de chaque côté. Alors,
si vous utilisez par exemple un tissu pour un manteau d'hiver et qu'ensuite vous passez à quelque chose qui est beaucoup plus mince, alors là, évidemment, la roulette de tension doit être ajustée. Alors, euh, alors je m'excuse de dire du mal de certains tailleurs, bon, parce que la plupart d'entre nous ici, on est des tailleurs. Alors, ensuite, il y a des problèmes avec les vieilles machines. Une bonne, alors, une vieille machine en bonne condition, c'est de l'or, mais certaines ne le sont pas. Alors, il y a souvent des plaintes. Vérifiez la qualité de vos machines, vérifiez la qualité du fil, de la bobine. C'est ce qui va en dessous du fil. Alors, vérifiez que ce n'est pas trop serré. Peut-être qu'il faut ajuster. Et, et peut-être que vous enfilez votre machine de la mauvaise façon et là, votre fil se prend. Ensuite, ça peut être peut-être la grandeur des coutures. Pas en général, mais ça peut arriver. Alors, prenez le temps. Alors, je dirais, prenez bien le temps de faire votre patron correctement et d'avoir la tension bien ajustée, en résumé. Ensuite, le clipping. Alors, ce que je veux dire, c'est de couper des lignes qui vous permettent d'ouvrir. Alors, parfois, si vous voyez quelque chose qui fait des débosses sur l'arrière du vêtement, donc le premier problème que je vérifie, c'est ça. Donc, je vérifie, surtout si c'est autour d'une courbe, je vérifie si ça a été découpé ou si c'est dans un coin que le tissu se redresse ou si... Donc, ça arrive quand le tissu est plus petit que le coin. Alors là, vous devez vous assurer que le tissu soit exactement de la même taille que la courbe pour que la courbure soit régulière. Alors ensuite, donc il y a des coutures faites à la main. Quand vous parlez de ça, des gens vous regardent comme si vous veniez de la Lune. Ils ne veulent rien savoir de la finition à la main. Donc beaucoup de tailleurs n'aiment pas faire ça. Et parfois, c'est nécessaire. Souvent, quand on installe une fermeture éclair, quand on coud un vêtement élaboré avec un vêtement délicat, donc parfois, il faut faire les choses à la main. Si vous le faites, par exemple, si vous cousez à la machine et que vous faites une erreur et que vous voyez une erreur, alors continuez d'essayer. Alors évidemment, si vous regardez les vêtements courants bas de gamme, alors il n'y a pas de couture à la main, évidemment. Mais pour des vêtements de haute couture, vous devez parfois y aller à la main. Alors, parfois, il y a un vêtement donc il y a des vêtements parfois qui sont pochés à l'arrière d'un côté, pochés à l'avant de l'autre côté. Et c'est parce qu'ils ne sont pas épinglés à la main, ils ne sont pas finis à la main pour avoir exactement la bonne finition. Alors, voilà, parfois, c'est vraiment essentiel pour avoir des résultats de belle qualité. Ensuite, pour les ourlets, l'ourlage, alors, voici sur l'image, c'est de quoi des ourlets ont l'air sur, des divers types d'ourlets ont l'air sur des machines. Alors, j'utiliserai certains types pour les tissus de luxe. Alors, si je n'ai pas une surjeteuse pour faire des ourlets, donc je peux chercher quelqu'un qui en a une et je peux recruter quelqu'un pour le faire pour moi. Donc, par exemple, pour le bas d'une robe, le bas d'un pantalon. Donc, alors pour du prêt-à-porter bas de gamme euh, ou- alors, alors, si vous voulez
Donc, y aller avec un ourlet invisible, vous devez utiliser un fer à repasser pour que ça soit bien pressé. Ensuite, les fils à l'intérieur du vêtement, vous ne pouvez pas les secouer pour les faire tomber. Si vous faites ça, le fil va se prendre dans le tissu. Vous les retirez en les coupant ou avec un rouleau collant pour les faire sortir, pour les décoller. Alors, vous devez convaincre votre équipe ou vos employés de ne pas faire ça. Alors, avec les tissus délicats, premièrement, testez un morceau de tissu avec un fer. Si vous sentez quelque chose, c'est trop chaud. Si le tissu devient brillant, c'est trop chaud ou lisse, luisant. Alors, prenez le temps avec un nouveau tissu de le tester dans l'eau, avec le nettoyage à sec et avec le fer à repasser pour vous assurer que les autres aussi le sachent ou que si vous faites le test ou quelqu'un d'autre le fait. Alors, si vous utilisez un fer trop chaud, par exemple, ben, le tissu est endommagé à vie. Vous pouvez voir sur des vêtements, si le fer est trop chaud et qu'on repasse par-dessus une couture, vous pouvez voir la couture de l'autre côté du tissu, donc la forme traverser le tissu. Alors, faites ça pour les tissus délicats, testez-les. Pour bien finir vos vêtements, donc, laissez les coutures ouvertes. Donc, repassez toutes vos coutures ouvertes ou d'un côté, et comme ça donne une finition très unique. Donc, souvent, les tailleurs de haute couture vont repasser pendant la couture. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut maintenant presser le vêtement à la fin? Commencez par les petits morceaux, les petites pièces. Commencez par repasser le col, les manches et faites les grandes parties en dernier. Quand vous faites les grandes parties, vous voulez juste pouvoir repasser sur une planche rapidement. Vous pouvez utiliser une machine à vapeur, mais si vous ne pouvez pas, ben c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors maintenant, je veux que vous retourniez voir quels sont les produits que vous faites et voir exactement comment vous pouvez améliorer la qualité. Et je vais prendre des questions sur le groupe WhatsApp. Je vais y répondre demain. N'inondez pas le groupe WhatsApp avec les mêmes questions. Si vous voyez que quelqu'un a déjà posé la question, alors ne la répétez pas. Je vais y répondre. Merci beaucoup, Anne McCreath. Ça a été une session si extraordinaire et je suis sûr que tout le monde a beaucoup apprécié. J'ai pu voir beaucoup de réactions, de commentaires au cours de la session. Et donc, je peux voir que tout le monde a appris beaucoup de choses. Et veuillez savoir que Anne McCreath sera sur le groupe WhatsApp et qu'elle sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Le groupe WhatsApp va ouvrir après cette session pour recevoir vos questions. Et après que les questions seront répondues, je vais le fermer. Assurez-vous donc encore une fois de ne pas répéter vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la plateforme Moodle, envoyez-nous un mail pour qu'on vous envoie un lien. Alors, les enregistrements seront disponibles sur Moodle. Alors, ensuite, si vous avez des questions, envoyez-les voir sur WhatsApp après cette session. Vous pouvez aussi m'envoyer des questions à moi. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, merci d'avoir participé à cette session et on aura une autre session jeudi. Ce sera un plaisir de vous revoir et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter une petite chose.
J'ai vu quelques commentaires dans le chat. Beaucoup de tout ça concerne la gestion de vos ressources humaines, comment vous gérez votre personnel, parce que, en fin de compte, vous avez des employés et vous voulez retirer le mieux, faire ressortir le meilleur de vos employés. Donc, si les choses ne se passent pas bien, essayez de ne pas vous mettre en colère, restez calme et utilisez cette occasion pour enseigner. Assurez-vous aussi d'avoir un contrat avec vos employés, qu'ils soient à temps partiel ou à temps plein, qu'ils soient engagés à faire de la bonne qualité, mais aussi qu'ils s'engagent à écouter, à apprendre et à continuer de s'améliorer continuellement. Alors, merci beaucoup et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup et ayez une magnifique journée. On sera sur WhatsApp pour répondre à vos questions. Passez une